à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce journal du mardi 14 novembre. En voici les principaux titres, en images bien sûr. Nous reviendrons sur les chiffres du PIB 2016 qui viennent d'être dévoilés. Économie toujours avec le Monaco Business, le rendez-vous destiné aux entreprises. TEDx Monte Carlo a eu lieu au Grimaldi Forum. De la culture avec Regalia, proposée par l'association monégasque pour la connaissance des arts, une conférence de Thomas Fouilleron. Et le Focus Info de ce mardi est consacré à la No Finish Line, l'édition qui a été lancée samedi. Et avant de développer ces titres, débutons avec ces très belles images réalisées par Alexandra Paolini lors de la visite de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, au cœur de la micro-crèche Afarandola, qui est gérée par la mairie de Monaco. Afarandola s'ajoute ainsi à la liste des crèches qui sont proposées sur le territoire monégasque. Et vous le voyez, le couple princier était accompagné par le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de publier le PIB 2016. Alors quels sont les résultats à retenir? Élément de réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla. Le PIB, le produit intérieur brut, cela fait maintenant 12 ans, depuis 2005 précisément, que le PIB est calculé par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Eh bien, le PIB 2016 est cette année encore en progression. Le PIB 2016 s'élève à 5 milliards 850 millions, pour un taux de croissance de 3,2%. Donc on peut dire que 3,2% c'est plutôt mieux que ce qui se passe dans le monde, puisque la moyenne est à 2,4% pour l'année 2016. Et c'est au-dessus de ce qui se passe dans l'Union européenne, où la moyenne en 2016 est de 1,9%. Donc on a un PIB qui est au-dessus de la tendance générale. C'est un bon creux. Une croissance de 3,2%, donc grâce notamment à 3 secteurs économiques. On a la confirmation de ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est-à-dire 3 secteurs de l'économie qui font pratiquement la moitié du PIB, c'est-à-dire les activités d'assurance et financières, les activités de services qui sont le soutien aux entreprises, tous les services qui permettent aux entreprises de réaliser leurs activités. Et le 3e secteur, c'est la construction. Une année c'est la construction, une année c'est l'immobilier, une année c'est la construction. Voilà. Pour découvrir ce PIB 2016 dans le détail, vous pouvez le retrouver sur le www.imc.mc. Économie toujours avec le Monaco Business qui avait lieu une fois encore du côté de l'auditorium René III. Ce rendez-vous est destiné aux entrepreneurs monégasques, mais cette année, pas de thème particulier, plutôt 6 sujets de réflexion. Fabien Bonilla. Ce salon est une plateforme qui s'adresse aussi bien aux entreprises établies qu'aux jeunes start-up. Le Monaco Business est un lieu d'échange entre exposants et visiteurs, clients et prospects. Il vient d'être inauguré ce matin par le ministre d'État en présence de nombreuses personnalités monégasques. C'est la 5e édition. L'objectif, c'est de faire rencontrer des entrepreneurs d'abord entre eux et puis présenter dans le cadre des conférences des sujets qui puissent intéresser l'ensemble des entreprises de Monaco. Alors cette année, c'est un peu particulier parce que c'est la première année où on ne présente pas de sujet, de thème central. La première année, c'est sur la communication, la 2e sur l'innovation, la 3e sur le bonheur, la 4e sur la sécurité numérique. Et cette année, on n'a pas mis de sujet pour avoir plusieurs sujets qui puissent intéresser une panel d'entrepreneurs différents. 6 conférences ont été organisées tout au long de la journée de ce mardi. Le Monaco Business, à l'auditorium René III, accueille 40 exposants, dont cette année, un espace dédié aux startups. On est ici aujourd'hui parce qu'on a eu l'opportunité via Monacotech d'avoir des stands pour exposer nos startups. Donc c'est important de connaître son écosystème. On est à Monaco, on vient de s'implanter depuis mars 2017, on a créé la société. Il est important qu'on ait forcément un réseau, qu'on reconnaisse les partenaires qui sont autour de nous, avec qui on pourra peut-être travailler demain. On était au courant du salon depuis 3 ans, on avait voulu y participer une première fois. Là, on a vraiment eu l'occasion par rapport à la Monacotech d'être là et de pouvoir y participer. C'est un grand plaisir aujourd'hui, donc on est là et qu'on peut avoir le réseau au niveau des exposants, au niveau des visiteurs et pouvoir vraiment se faire connaître et profiter du rayonnement au niveau de Monaco. C'est vraiment du réseau, on a rencontré un banquier, on a rencontré des assurances, on a rencontré des nouvelles technos, enfin un petit peu tout le monde. Je trouve que c'est assez excitant comme opportunité. En moyenne, chaque année, entre 600 et 1000 visiteurs se déplacent pour se rendre à ce salon, dont 60% de chefs d'entreprise de Monaco et de la région. TEDx
Où TEDx était organisé ce week-end au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous a une fois encore permis aux participants de faire de belles rencontres et surtout de développer leur réseau. Les images sont signées Serge Prémont. L'édition 2016 avait remporté un vif succès. TEDx Monte-Carlo a fait son grand retour au mois de novembre au Grimaldi Forum. Le principe reste le même. Les intervenants ont moins de 20 minutes pour transmettre des idées qui en valent la peine. Des activités sont aussi proposées, comme à travers cette opération Mobi. Cette année, le thème « Permis d'apprendre » a justement permis d'entendre plusieurs conférenciers qui avaient choisi de développer ce thème sous des prismes différents, la sécurité, la prévention, la technologie ou encore la transparence. Nous avons des personnes qui viennent de Monaco, Nice, Cannes, Antibes, mais aussi des personnes qui viennent de bien plus loin, du Japon, d'Allemagne, de Paris, du Colorado, de Londres, de Genève. Des gens du monde entier ont tenu à participer. Et parmi ces intervenants venus du monde entier, le docteur Michael Warshawski de New York, spécialisé dans la prévention, ici lors d'un atelier quelques heures avant son passage sur la scène de l'une des salles du Grimaldi Forum. We need to celebrate people who say I don't know. Nous devons célébrer et mettre en avant les gens qui osent dire « je ne sais pas ». Je pense que c'est un paradoxe intéressant que je développe, car en moyenne, les personnes qui étudient des sujets le font pour obtenir des réponses et en savoir plus. Or, quand on finit ses études secondaires, on a une certaine culture des connaissances qui s'étendent lors de nos études supérieures jusqu'au master, par exemple. Et quand on atteint le niveau de doctorant, on s'aperçoit parfois que l'on n'en sait pas plus sur le sujet. J'ai eu une invitation de par les organisations du TEDx. Je me sens très chanceux de pouvoir le faire. Je suis très fan des TED Talks. Je regardais déjà aux États-Unis, à Paris, toutes les versions. Et quand on m'a demandé, j'ai dit tout de suite oui. Très honnêtement, ça me permet de voir comment ça se passe à l'intérieur, de développer un certain réseau parce qu'il y a vraiment du beau monde. Puis je suis fier de représenter aussi un petit peu Monaco dans cet événement qui est quand même international. Pour écouter le parcours d'Hassan, tout comme les inspirations des autres participants, il faudra patienter car TEDx mettra en ligne leurs interventions dans quelques mois. Les conférences TED, qui signifient technologie, entertainment et design, dont la première a eu lieu en 1984, se sont depuis très largement répandues dans le monde. Voilà donc pour ce rendez-vous qui était organisé au Grimaldi Forum. L'actualité monégasque se développe aussi, vous le savez, sous forme de brève. Il a passé 23 ans à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo de 1984 à 2007. John Mordler a reçu les insignes de commandeur des arts et des lettres des mains de l'ancien directeur de l'Opéra de Paris. Une remise de distinction à laquelle assistait son Altesse royale, la princesse de Hanovre. L'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, poursuit son cycle de conférences avec cette fois-ci comme invité Thomas Fouilleron du Palais Princier. Un coup de projecteur sur les collections princières des XVIIe et XVIIIe siècles a ainsi été présenté au cœur du théâtre des variétés sous le nom de Regalia. Vanessa Dessy. Elles font l'admiration de tous les voyageurs. Les collections artistiques du XVIIe et XVIIIe siècle du Palais Princier sont le reflet de la souveraineté entrée en 1641 dans la mouvance du roi de France. Ces collections ont été réunies parallèlement à l'affirmation de la principauté comme une souveraineté indépendante avec tous les attributs monarchiques au XVIIe siècle. Lorsqu'Honoré II prend le titre de prince en 1612, il va adopter aussi toutes les pratiques de cour, les pratiques des grands souverains européens. Et dans ces pratiques, et on pense c'est le siècle de Louis XIV bien entendu, donc il y a le fait d'être le patron, d'être le mécène des arts, des sciences et de réunir en son palais des collections qui en plus à Monaco font fonction de regalia. Regalia, c'est-à-dire les joyaux de la couronne. Il n'y a jamais eu à Monaco de couronne, de sceptre. La couronne, elle est symbolique, elle est dessinée, elle est, je dirais, virtuelle. Et les collections d'art vont jouer un petit peu le rôle de ces régalias, de ces joyaux de la couronne. Le prince Honoré II réunit donc de très riches collections d'œuvres d'art. Malheureusement, ces dernières ont disparu pendant la Révolution française, au cours de laquelle le palais a été pillé et a servi d'hôpital pour les troupes de l'armée italienne. Une importante recherche est en cours, le but étant de reconstituer le lien de l'histoire de Monaco.
Il s'agit ce soir de faire une visite un petit peu dans un musée imaginaire, le musée, la collection des princes de Monaco au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'espoir à terme de pouvoir organiser une exposition rétrospective qui réunirait à nouveau à Monaco ces joyaux de l'art européen des XVIIe et XVIIIe siècles. L'Association monégasque pour la connaissance des arts proposera sa prochaine conférence Alcem Kieffer par Christian Loubet le jeudi 7 décembre au Théâtre des Variétés. Dans notre édition de lundi, Frédéric et Lyon vous proposez un reportage sur le lancement, le démarrage de la No Finish Line. Aujourd'hui, notre Focus Info est consacré justement à cette No Finish Line, mais sous un prisme bien particulier, puisqu'Alexandra Pani, vous allez pouvoir le constater, a littéralement testé ce parcours pour vous. Depuis 1999, date de la première édition, la No Finish Line, c'est plus de 96 000 participants et 2 636 778 km parcourus. Un enthousiasme et une motivation qui ne cessent de croître année après année. Le principe est simple, 1 km parcouru équivaut à 1 € reversé pour des projets en faveur d'enfants défavorisés. On va participer à cette belle chaîne de solidarité et pour cela il faut de suite que j'aille chercher ma puce. Bonjour. Bonjour madame. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors pour l'inscription c'est 12 € et pour la caution 10 €. D'accord. Donc le tout 22 €. D'accord, donc je vous dois 22 € et vous allez me donner la puce en échange. Très bien. Votre numéro c'est 11 712. Très bien. Voilà votre puce. Très bien. Elle a changé par rapport à l'année dernière? Oui, c'est une nouvelle puce. Elle ne se met plus sur les chaussures, seulement sur la veste, le t-shirt ou le pull. Me voilà donc prête, je vais m'équiper de ma puce et on va aller à la rencontre des coureurs. Le circuit est accessible à tous, que l'on soit marcheur ou coureur confirmé. La solidarité est le moteur de cette grande course caritative. 20 projets sont soutenus chaque année grâce aux dons récoltés. On a des correspondants locaux dans les pays, par exemple comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, comme la Mauritanie. Ils nous envoient des dossiers, on sélectionne les dossiers, on voit si c'est opérable ou pas. On va éliminer les pathologies trop graves qui nécessitent une surveillance, un suivi extrême que parfois même dans nos pays on hésite à faire. Et on va sélectionner des enfants qui ont des cardiopathies qui sont opérables, c'est-à-dire que si on les opère, on est sûr qu'ils vont avoir une vie normale après, même s'il y a peu de surveillance ou pas de surveillance. C'est un peu les critères. Philippe Verdier est le fondateur de la No Finish Line. Il y a 18 ans, il ne s'imaginait pas un tel succès. Aujourd'hui, cette course est présente dans 5 villes à travers le monde. Son rêve, l'organiser dans 52 villes pour que cette chaîne ne s'arrête jamais. Et le succès de cette nouvelle édition à Monaco est plutôt bon signe. Comme vous voyez, il n'y a pas que des coureurs, il y a beaucoup de marcheurs. Et les gens discutent entre eux sur le circuit. Il y a des affinités qui se créent et ils se retrouvent d'une année sur l'autre. Et c'est ce qui crée un peu cette symbiose et quelqu'un a parlé des sentiers de l'amour, du sentier de l'amour, la No Finish Line, et je trouve que c'est vraiment ça, c'est le sentier de l'amour, de l'amitié, et c'est quelque chose d'assez unique et les gens ont plaisir de se retrouver chaque année. Il y a les coureurs des 8 jours. Ils ont leur fan club, chacun a son fan club sur le circuit avec des gens qu'ils ont rencontrés au cours des années précédentes. Et ils sont heureux de se retrouver, de s'entraider, de se parler, de discuter. Voilà, c'est assez magique. Justement, nous rejoignons l'un des coureurs de la course des 8 jours et ce n'est autre que le vainqueur en titre, Didier Cessegolo. Didier, oui. Est-ce que je peux vous déranger 2 petites secondes? Pas de problème. On m'a dit que c'était à vous qu'il fallait demander les conseils pour réussir ces beaux tours. Ouais. Vous êtes le vainqueur de l'année dernière. Ouais, tout à fait. Vous êtes reparti cette année, votre objectif? Après j'avais gagné 2 fois avant aussi, en 2012 et en 2013. Et voilà. Votre objectif cette année? C'est d'atteindre déjà 1000 km, qui est un peu la marque symbole. Et après si je peux faire plus, on verra. Là, pour moi j'ai les bonnes bases. C'est-à-dire que le kilomètre quotidien il est pas mal au début. Donc je peux espérer faire quelque chose, parce que chaque jour compte. On ne peut pas rattraper le kilométrage qu'on a en retard sur le jour prochain. On est tellement à la limite que... Bonjour. Donc après, ça, je suis content. On se fixe tous les jours des objectifs pour la journée, on va dire?
Ouais, le premier jour on est frais, donc là j'ai fait 170 km. Après les jours qui suivent, donc il y a la fatigue, on est obligé de faire des arrêts en plus. Donc là je fais 2-3 arrêts. Là j'ai peut-être espéré faire 130 km, 132 dans la journée. Si je peux faire pareil les jours suivants, c'est pas mal. Merci pour ces conseils. On va pas vous faire perdre plus de Non, temps, y a pas on de vous problème. laisse filer. Elle aussi a accepté de perdre quelques précieuses minutes auprès de nous. Mimi Chevillon remet son titre en jeu cette année pour la bonne cause. Vous êtes une habituée de la No Finish Line? Oui, énormément. Qu'est-ce qui vous plaît comme ça dans ce défi? Tout ce qu'il y a autour, pour les enfants, la façon de le faire, voilà. Et alors vous, comment ça se passe? C'est quoi la préparation? Je fais des courses, je fais des 24 heures, des 6 jours, voilà. Je ne m'entraîne pas spécialement, c'est des courses qui m'entraînent pour ça. Sa tenue fait parler les participants et attire les regards. Il traîne son boulet depuis plusieurs années. Laurent sera lui aussi présent sur le circuit tout au long de ces 8 jours. Vous êtes un habitué, c'est pas la première fois qu'on vous voit ici. Non, c'est pas la première fois, je commence en 2011. Mais on est tellement bien ici, c'est pas la bonne cause. Et c'est quoi votre objectif? Avancer. Avancer le plus loin possible. Non, objectif, on s'en fixe un, mais bon, c'est toujours difficile à savoir. En tout, ils sont 40 inscrits à cette impressionnante course des 8 jours. Mais la plupart des participants de la No Finish Line sont des gens comme vous et moi qui souhaitent allier pratique sportive et bonne cause. Comme l'an passé, le circuit fait 1400 mètres de long. Un circuit plutôt agréable dans les jardins du chapiteau de Fontvieille, ouvert 24 heures sur 24. Disons qu'on en profite, tant qu'à faire la promenade on l'a fait, donc au moins on l'a fait pour une bonne cause et ça arrange tout le monde. On est venu aujourd'hui parce qu'on vient de Cagnes-sur-Mer. Donc en fait on a fait une sortie aujourd'hui exceptionnelle pour justement les sensibiliser aux enfants du monde, aux différentes conditions des enfants dans le monde. Voilà, donc on leur a expliqué le principe de la course 1 km 1 euro. On a même la petite de 3 ans qui marche aujourd'hui. C'est important parce que en ce moment, peut-être il y a des enfants qui sont en train de mourir, alors que nous, là, on est en train de les aider à qu'ils aient des soins médicaux. Qu'ils soient inscrits en individuel, pour une entreprise ou une association, tous se sentent concernés et donnent de leur temps. C'est le principe de la No Finish Line, c'est la participation de tous ces gens. Voilà, ils ont un moment, il y a des professionnels de la course. Il y a beaucoup de runners qui me doublent. Moi, je suis entre midi et 2, je veux participer, tout comme l'équipe du Grimaldi Forum, à peu près 50 de nos salariés qui sont là, à différents niveaux, qui sont impliqués, qui viennent tôt le matin ou qui viennent la nuit parce que bon, on est dans le monde de l'événementiel, donc on n'a pas forcément tous la même heure de pause, mais on est tous mobilisés, on a tous envie de participer en tout cas. On court tous pour la No Finish Line et Children Care, mais on court aussi aux couleurs d'une fondation, d'une société, quelque chose qui nous est cher. Moi personnellement, c'est la fondation Cédric et Christophe Lejac. Il est 13h, le circuit connaît son pic d'affluence pour la journée. Ils sont nombreux à venir profiter de leur pause déjeuner pour venir rajouter quelques tours à leur palmarès. C'est la deuxième année pour Bouygues TP, on est à Fontvieille. Donc comme l'année précédente, on vient durant la pause, c'est le plus pratique et au moins du coup ça se voit. On vient habillé, mais au moins c'est plus efficace. On a couru ce matin à 8h et 9h et puis là on vient un peu marcher pour se décontracter. Donc c'est votre pause déjeuner en fait, vous en Voilà, profitez? exactement. C'est régulièrement? Ça a commencé aujourd'hui pour nous. On verra vendredi pour vous dire si on a pu le faire de façon régulière. Encore là. Donc déjà ça part d'une bonne volonté. Ah bien sûr, on a déjà 10 € et 10 € pour les enfants. Voilà. C'est bien. Et on continue. Vous en êtes à combien de tours? On a parlé, donc on n'a pas compté. Pas beaucoup parce qu'on est parti à midi et demi, donc il est tôt encore. Voilà, et on marche. On participe surtout. Et si justement vous souhaitez suivre l'évolution de vos performances, il vous suffit de vous rendre sur le site de Children and Future. Vous y retrouverez l'ensemble des résultats actualisés et vous pourrez ainsi le comparer à vos proches ou collègues de bureau. Si mes calculs sont bons, il me reste environ une centaine de tours à réaliser pour égaler le record du vainqueur de l'année dernière. Donc je crois qu'il va falloir que je m'y mette tout de suite. Vous le voyez très certainement, la journée du mardi 14 novembre a été très largement marquée par de fortes rafales de vent. Alors que nous réserve la météo pour les jours à venir? Voici vos prévisions.
Mercredi, c'est un beau ciel bleu qui accompagnera votre journée. Le vent faiblira et les températures resteront clémentes. Jeudi, belle journée, peu de vent au programme, un temps doux. Vendredi, journée bien ensoleillée avec des températures agréables comprises entre 13 degrés le matin et 18 dans l'après-midi. Samedi, soleil et quelques nuages, baisse insignifiante de la température. Dimanche, prolongement de la période de beau temps. Et pour les jours suivants, peu de changements. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité en ce mardi 14 novembre. Une date approche, vous vous en doutez, celle de la fête nationale qui aura lieu dimanche 19 novembre. Retrouvez-nous en direct dès 9h25 pour vous faire vivre cet événement pendant plus de 3 heures de direct. À très bientôt et à dimanche, je l'espère.